Nous sommes au cœur de l'Himalaya, à 6000 mètres d'altitude, à la frontière entre le Tibet et le Népal. Dans un camp de base à partir duquel les alpinistes partent à l'assaut des sommets les plus hauts du monde. Sergio Mattei est un caméraman roumain. Il est venu accompagner une expédition en haute montagne. Mais ce jour-là, il va tourner un document exceptionnel. Alors qu'il filme les paysages, il aperçoit au loin un groupe de personnes surgi de nulle part qui traversent l'étendue glacée. Il ne le sait pas encore, mais ce sont des Tibétains qui tentent de fuir leur pays. Le caméraman n'est pas le seul à les avoir vus. Un garde-frontière les a aussi repérés. C'est un militaire chinois. Car depuis 1950, la Chine occupe le Tibet. Et c'est pour cela que ces Tibétains tentent de fuir leur pays. Le militaire chinois ne veut pas les laisser s'échapper. Alors, il prend son arme et les met en joue. Une détonation éclate. L'homme en tête de file s'écroule, mais il n'est que blessé. Il se relève. Un deuxième coup de feu va alors retentir. C'est le dernier de la file qui est visé. Ils les tirent comme des chiens. Cette fois, le fugitif ne se relèvera pas. C'est une jeune femme, une religieuse tibétaine de 17 ans. Les alpinistes viennent d'assister en direct à une exécution en plein cœur de l'Himalaya. Ils sont sous le choc. Ils ne s'attendaient pas à une telle réaction des policiers chinois. Ils viennent au Tibet et ils font de mauvaises choses. Ils les tuent comme si ce n'étaient pas des êtres humains. Les Tibétains qui ont survécu prennent la fuite. Certains vont réussir à rejoindre le camp de base des alpinistes. L'un d'eux s'est réfugié dans l'une des tentes. Le caméraman lui apporte de la nourriture. Tu es à l'abri. Il faut que tu restes caché ici encore. Tu dois rester ici plus longtemps. L'homme essaie d'expliquer qu'il a marché 7 jours. Ouais, je sais. Ils ont tiré. Ils sont toujours là. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Je vais t'en rapporter plus. Quelques heures plus tard, les militaires arrivent dans le camp de base, à la recherche des fuyards qui ont passé la frontière. Le caméraman les filme en cachette. Les militaires repartiront finalement, sans avoir trouvé le fugitif caché dans la tente. Ce document vidéo est unique. Il a été tourné en 2006. C'est la première fois que quelqu'un réussit à filmer les exactions des forces armées chinoises envers les Tibétains qui tentent de fuir leur pays. Le Tibet, c'est ce pays situé au cœur de l'Himalaya, coincé entre l'Inde, le Népal et la Chine. Un territoire grand comme 5 fois la France. Une destination mythique, isolée du reste du monde et restée longtemps inaccessible. Un pays hors du temps. En France, on connaît surtout le Dalai Lama, le chef spirituel et politique du Tibet. Il vit en exil depuis l'invasion de son pays par la Chine. Depuis plus de 50 ans, le Dalai Lama tente d'alerter l'Occident sur la situation de son pays. Le voici aux côtés de l'acteur américain Richard Gere, du pape Jean-Paul II, mais aussi d'hommes politiques comme Nicolas Sarkozy
ou le président des États-Unis, Barack Obama. Sans relâche, il dénonce la politique de colonisation menée par la Chine dans son pays. Aujourd'hui, très peu d'images sortent de la région. Le Tibet est interdit aux journalistes. Alors, nous nous y sommes rendus clandestinement. Dans les rues de la capitale, Lhasa, militaires et policiers chinois sont omniprésents. Les frontières sont fermées, les habitants placés sous haute surveillance. Je suis vraiment étonné par le nombre de policiers. Oui, dans aucun pays c'est comme ça. Dans ce pays, autrefois dirigé par les moines bouddhistes, les religieux sont devenus de simples attractions pour des touristes en mal d'exotisme. Je préférerais que ce rituel soit maintenu un peu secret entre des murs clos et sans la présence ni d'étrangers ni de touristes chinois. À terme, ce sont toutes les traditions et la culture du peuple tibétain qui sont menacées par les Chinois. Ils ne savent même pas que cette eau est sacrée. C'est dégoûtant. Pour ceux qui tentent de protester, la répression chinoise est implacable. Nous pensons qu'il est très important d'identifier les individus qui sont responsables et qui exécutent les ordres du gouvernement chinois. Impuissants, désespérés, les Tibétains n'ont trouvé qu'un seul moyen pour alerter l'opinion internationale. Pour mieux comprendre, nous nous sommes rendus sur place, au cœur du Tibet interdit. Pour rejoindre le Tibet, nous prenons le train qui relie Pékin, la capitale chinoise, à Lhasa. 3700 km, 2 jours de voyage à travers les contreforts de l'Himalaya. C'est le train le plus haut du monde. Un trajet à 4000 mètres d'altitude en moyenne. On est là, à 4776, et le culminant, ce sera à 8h41. Et après, on redescend jusqu'à 3641 mètres à la chute. Max est voyagiste. Il est spécialisé dans les destinations à risque, comme les dictatures ou les pays en guerre. C'est lui qui va nous ouvrir les portes du Tibet. Depuis 3 ans, le pays est interdit aux journalistes occidentaux. Pour y entrer, nous nous faisons passer pour des touristes. Et pour plus de discrétion, nous tournons avec une petite caméra. Dans le train bondé, près de 800 Chinois. Ce sont des migrants. Non, il y a beaucoup de gens très jeunes dans ces wagons de seconde classe. Et je pense qu'ils sont envoyés parce qu'on leur a promis un travail à Lhasa. À tous ces jeunes qui acceptent d'aller s'installer au Tibet, le gouvernement chinois offre du travail, des meilleurs salaires et des possibilités de carrière plus rapides. Chaque semaine, ils sont des milliers à tenter l'aventure. Le but de la Chine, accélérer la colonisation du Tibet. Au milieu de tous ces Chinois, un petit groupe de touristes français. C'est leur 2e voyage au Tibet. Nous approchons de Lhasa et déjà, le changement d'ambiance est perceptible. Sur des pylônes, le long des voies, des caméras de vidéosurveillance. Parler des caméras. Les caméras sur les pylônes, je les avais jamais vues. Tu as vu ça? Sur tout le poteau, il y a une dizaine de caméras qui surveillent les abords du train et les lignes de chemin de fer. Et ils craignent quoi? Ils craignent. Il faut demander aux Chinois ce qu'ils craignent. Ils craignent que les Tibétains ne s'agitent. La voie ferrée est hautement stratégique. Tous les kilomètres, des tentes vertes surmontées du drapeau rouge. Ce sont des soldats chinois qui surveillent et qui, image surréaliste,
font le salut militaire lorsque le train passe. Sur la route qui longe la voie ferrée, des dizaines de camions militaires. L'impression d'entrer dans un pays occupé. Enfin, après 2 jours de voyage, voici Lhasa, la capitale du Tibet. Première surprise à l'arrivée, une gigantesque gare ultramoderne flambant neuve. Symbole du développement à la chinoise que Pékin veut imposer au Tibet. Nous sommes arrivés à Lhasa. À peu près 150 000 habitants. Goodbye. L'accueil est souriant, mais les rares touristes étrangers occidentaux qui débarquent sont très vite pris en charge. Dès la sortie de la gare, un guide nous attend. Il est imposé par les autorités chinoises. Montre-moi leur laissez-passer. La police vérifie que nos papiers sont en règle, car pour entrer au Tibet, il faut un visa spécial. Ici, il est interdit de voyager seul et de choisir librement son itinéraire. Ce guide nous accompagnera tout au long du voyage. Il ne sait pas que nous sommes journalistes. Nous masquons son visage pour le protéger. Quelques kilomètres après la gare, un premier barrage. Les policiers contrôlent tous les véhicules qui rentrent dans Lhasa. Nous sommes à quelques kilomètres du centre-ville. Mais déjà, tout au long du trajet, dans les rues, des voitures de police, des forces anti-émeutes, des militaires qui quadrillent la ville, en voiture et à pied. Et partout, au-dessus de la route ou sur les façades des immeubles, des caméras. La ville entière semble placée sous haute surveillance. Voici le Potala, le palais des Dalai Lama, le Vatican des bouddhistes. Et malgré le drapeau chinois qui flotte devant le bâtiment, c'est toujours un lieu sacré pour les Tibétains. Des hommes et des femmes venus des 4 coins du pays viennent y effectuer leur pèlerinage. Les rites sont les mêmes depuis des siècles. En faisant tourner les moulins à prière, les fidèles répandent dans les airs les paroles sacrées qui y sont inscrites. Puis, ils vont faire le tour de chaque lieu saint de la ville, en s'allongeant face contre sol, tous les 2 pas. Ceux qui tournent autour des monuments sacrés 7 fois de suite auront un meilleur karma, dit la religion. Et donc, une meilleure vie lors de leur réincarnation. Une tradition que respectent tous les Tibétains, même les jeunes, comme notre guide. Moi aussi, je fais ça. Mais cette année, je n'ai pas eu le temps. Mais d'habitude, tu le fais? Oui. Je tourne autour du Potala et du monastère du Jokong, tout autour. Combien de temps? Je commence devant le Potala à 18h. Et pour tourner 7 fois autour, il me faut entre 5 et 6 heures. Si les Chinois autorisent toutes les pratiques religieuses traditionnelles bouddhistes, il reste néanmoins un sujet sensible. Le Dalai Lama, le chef spirituel des Tibétains qui avait quitté le pays après l'invasion des Chinois. À Lhasa, on peut visiter les lieux où il a vécu. C'est la chambre du 14e Dalai Lama. Il vivait tout en haut. C'était sa chambre. Mais que ce soit au Potala ou dans son palais d'été, il n'y a plus aucun portrait du Dalai Lama. Les Tibétains n'ont même pas le droit de posséder des photos du leader religieux. Aujourd'hui,
Les photos du 14e Dalai Lama sont interdites. Mais j'en ai beaucoup chez moi, dans ma famille. Mais tu les caches? Oui, on ne peut pas les mettre ici. Les policiers surveillent. Mais comment tu les as eus? Avant, ma grand-mère en avait, et elle les a gardées. Ce sont de vieilles photos, mais très belles. Et puis il y a aussi des photos qui viennent d'Inde. C'est des photos cachées. Oui, les gens les cachent et les distribuent. Et puis en Inde, il y a aussi des Tibétains qui enregistrent avec leurs caméras les prières et tous les discours du Dalai Lama. Le Dalai Lama est toujours la bête noire des autorités chinoises. Aujourd'hui au Tibet, distribuer ou simplement posséder des photos du leader religieux est passible de prison. Nous partons visiter le quartier historique de Lhasa. Première surprise, au milieu de la rue, un checkpoint. À l'intérieur, des policiers, un portique pour détecter les métaux et même des rayons X pour les bagages. Posez votre sac sur le tapis et passez sous le portique. Comble de l'ironie, à chaque passage, une voix mélodieuse accompagne le visiteur. Welcome for your coming. For building a harmonious and civilized society, we cooperate with all security more conscious. Une surveillance permanente censée assurer le développement d'une société meilleure. Voilà le message des autorités chinoises. Depuis 2 ans, la ville est entièrement quadrillée par des checkpoints. Impossible de faire un pas sans tomber sur des policiers. On passe par là. Ils sont partout. Dans la rue, en uniforme. Sur les toits, sous cette tente bleue. Mais aussi en civil, comme cet homme qui va une nouvelle fois contrôler nos papiers et notre permis de voyager. Je suis vraiment étonné par le nombre de policiers. Oui, dans aucun pays c'est comme ça. Il y aurait aujourd'hui plus de 300 000 policiers et militaires dans la région autonome du Tibet pour contrôler 3 millions d'habitants, soit un membre des forces de l'ordre pour 10 Tibétains. Ce que la Chine veut éviter, ce sont de nouvelles émeutes, comme celle qui avait éclaté en 2008. Des milliers de moines et de citoyens tibétains avaient envahi les rues de Lhasa et des autres villes du pays pour réclamer plus de liberté et d'autonomie. Des émeutes réprimées dans la violence par la police chinoise. Il y aurait eu des dizaines de morts et des centaines de personnes emprisonnées. Depuis, les manifestations sont interdites. Les moines sont placés sous contrôle. Le pays est verrouillé. Et pour accentuer son contrôle sur le Tibet, la Chine a intensifié sa politique de colonisation. Chaque semaine, des milliers de nouveaux migrants arrivent à Lhasa. Partout, des immeubles en construction et d'immenses affiches qui font la promotion des buildings qui vont bientôt sortir du sol. La ville change de visage. Max, qui est déjà venu 3 fois au Tibet, ne reconnaît plus l'ancienne Lhasa. Je suis assez surpris par l'avancée des constructions modernes chinoises. Toute la ville est en chantier, on construit un peu partout comme dans le reste de la Chine. Des immeubles flambant neufs, on voit des 4x4 rutilants. C'est assez surprenant. Aujourd'hui, les Tibétains ne représenteraient plus que la moitié des habitants de Lhasa. En quelques années, la capitale est devenue une ville chinoise. Désormais, à côté des lieux saints, la société de consommation
s'affiche sur écran géant. Et pour développer le pays, la Chine mise sur le tourisme. Mais pas n'importe lequel. Pékin veut faire du Tibet la destination touristique numéro 1 des vacanciers chinois. Pour ça, le gouvernement a lancé de gigantesques travaux dans le centre historique de la ville. Des centaines de Tibétains ont été expropriés. Les maisons traditionnelles sont vidées pour y construire des boutiques ou des hôtels pour les touristes. C'était des Tibétains qui vivaient ici. C'était leur maison? Oui. Maintenant, ils ont été relogés à l'extérieur de la ville. Mais le gouvernement leur donne une grosse compensation financière. Moi aussi, j'ai dû bouger. Tu vas aller en banlieue? Oui. Le guide nous emmène dans une petite ruelle, à l'écart. Ici, les expropriations n'ont pas encore commencé. Dans ces rues, il n'y a aucun Chinois. Il n'y a que des Tibétains qui vivent ici. Et ça va rester comme ça? Pas sûr. Ce sera sûrement comme pour nous. D'ici 2 ou 3 ans, ils devront quitter le quartier. À quelques mètres de là, de l'autre côté de la rue, un quartier entier a été rasé pour y construire à la place un immense centre commercial de 150 000 mètres carrés, avec supermarché, parking et hôtel de luxe. Un centre ultra-moderne, mais avec des décorations qui rappelleront l'esthétique tibétaine. Business oblige. Même les monastères bouddhistes semblent devenus de simples décors pour touristes. Comme celui-ci, à la sortie de la ville, le monastère de Drepung. C'est l'un des plus grands du Tibet. Avant l'invasion des Chinois, il comptait près de 15 000 moines. Aujourd'hui, il ne serait plus qu'une centaine et semble réduit à un rôle de gardien de musée. À l'intérieur, si tu veux prendre des photos, il faut demander aux moines l'autorisation. Et tu dois les payer. Ok, allons-y. Et c'est cher. 12 € pour faire des photos, 180 € pour sortir la caméra. Il faut me payer car hier j'ai eu un problème avec des touristes. J'ai reçu des ordres de ma hiérarchie pour être plus vigilant avec les visiteurs. Moi je leur ai dit, je suis juste là pour encaisser, pas pour surveiller. À l'intérieur, les Tibétains continuent leur rituel, comme si de rien n'était. Dans la salle suivante, il faut encore payer 15 € les photos et 150 pour la vidéo. Le moine est gêné. Ce monastère et tous les grands monastères sont gérés et surveillés par le gouvernement chinois. Une partie de l'argent seulement revient au monastère. J'espère que les touristes ne pensent pas que nous gardons tout l'argent. L'image est surprenante, presque choquante. Un moine qui manipule des liasses de monnaie et à ses côtés, un policier chinois qui contrôle. Impossible de savoir à qui cet argent est reversé. Même les mystérieux rituels des moines tibétains sont devenus des attractions touristiques. Comme ici, au monastère de Sera. Une étape qui figure dans tous les circuits organisés que proposent les agences de voyage chinoises. Ici aussi, les autorités de Pékin ont limité le nombre de moines. Avant, ici au monastère de Sera, il y avait 6600 moines.
Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une centaine. Une centaine, mais très visible. Et pour cause, ce sont eux que les touristes viennent photographier. Dans une cour du monastère, chaque après-midi, les moines se rassemblent pour discuter et se livrent à d'étonnants rituels. Ce sont des joutes oratoires traditionnelles. Un mélange d'art martial et de méditation religieuse. Pendant des siècles, ce rituel a été préservé loin des regards. Aujourd'hui, les moines le font chaque jour devant des dizaines de touristes chinois et étrangers. Mitraillés par les photographes amateurs, comme des animaux de foire. Et sous la surveillance de policiers chinois. On a l'impression d'être au cirque romain et avec les moines comme ça qui nous font un petit spectacle. Ça dérange un peu. C'est un peu dérangeant. Je préférerais que ce rituel soit maintenu un peu secret entre des murs clos et sans la présence ni d'étrangers ni de touristes chinois. Mais les visiteurs, eux, sont ravis. C'est quoi ce rituel? Je n'en ai aucune idée. Ils parlent en tibétain. Et vous aimez le Tibet? Oui, beaucoup. C'est une culture très exotique pour moi. Vous savez, nous, dans le monde réel, notre quotidien, c'est le travail, les assurances et toutes ces choses. Et donc pour moi, c'est comme une évasion à tout cela, pour retrouver un peu de sérénité. Si le gouvernement chinois vide les monastères de ses moines et les transforme en lieux touristiques, c'est aussi pour qu'ils ne deviennent pas des foyers de résistance. Car dans ces temples, ce que les visiteurs ne remarquent pas, ce sont ces hommes en uniforme orange. Ce sont des pompiers. Ils sont omniprésents, ainsi que leurs extincteurs. Mais attention, le sujet est sensible. C'est pour le feu? Pas de photos. Nos photos? Interdiction de filmer, car ces extincteurs ne servent pas seulement à protéger les bâtiments. Même les militaires qui patrouillent dans les rues en ont toujours à la main. Leur mission, éviter à tout prix ces images qui ont choqué le monde entier. Des Tibétains qui sont publics pour défendre leur liberté, leur culture et dénoncer l'oppression du gouvernement chinois. Des hommes et des femmes, des moines, mais aussi de simples civils. Comme ces deux jeunes qui avaient décidé de ensemble. L'un d'eux avait 22 ans. Il s'appelait Nyawang Norpal. C'était un charpentier. Il a survécu quelques jours à son geste désespéré. Je n'ai plus d'espoir aujourd'hui. Mon seul souhait, c'est de rendre son prestige au peuple tibétain. C'est mon seul espoir. Je n'ai aucun autre souhait. Depuis 2009, 123 hommes et femmes ont tenté d'alerter l'opinion internationale. En vain. Nous quittons Lhasa pour partir à la découverte de l'intérieur du pays. Longtemps interdit et difficile d'accès,
le Tibet a été jusqu'ici préservé du tourisme de masse et de l'industrialisation. Mais pour les Chinois, ce territoire immense et désertique est avant tout un gigantesque réservoir d'eau et de ressources minières qu'ils sont bien décidés à exploiter. Sur le bord des routes, nous découvrons des maisons neuves, toutes construites à l'identique. Même taille, même architecture, nous croisons des dizaines de villages comme celui-ci. Le gouvernement chinois a décidé de regrouper le long des routes les paysans et les nomades tibétains qui vivaient dans les plaines et les montagnes. Auparavant, les gens habitaient de manière clairsemée dans des vieilles maisons tibétaines, assez isolées les unes des autres. Et là, on assiste à un regroupement des habitants dans des nouvelles maisons standardisées. La plupart des nomades ont été sédentarisés. On estime que durant ces 6 dernières années, des centaines de milliers de Tibétains ont ainsi été déplacés de force dans le pays. Un moyen sans doute pour le gouvernement central de mieux contrôler les populations. Sur les toits de chacune de ces nouvelles maisons, le drapeau chinois. Le gouvernement chinois a donné de l'argent aux Tibétains pour construire ces maisons. C'est pour ça qu'il y a un drapeau rouge sur chacune d'entre elles. Le drapeau chinois. Et ils sont obligés de le mettre. Oui. Après 8 heures de route désertique, changement d'ambiance, nous entrons dans Shigatse, la deuxième ville du pays, elle aussi en pleine transformation. Avec ses immeubles en construction et ses magasins à la chinoise. Mais pour nous d'abord, première étape obligatoire, le commissariat de la ville, où le guide est obligé de faire tamponner notre permis de voyage. Un système autrefois courant dans les dictatures communistes. Pendant tout notre séjour, nous ne pourrons pas dévier de l'itinéraire fixé par l'agence de tourisme chinoise qui a organisé le voyage. À l'hôtel, les employés aussi vérifient méticuleusement nos papiers et les dates de nos visas. Ça, c'est notre travel permis. Pardon? C'est ça qui nous autorise à voyager ici? Oui. Le gouvernement chinois dit que vous pouvez aller de Pékin à Lhasa, puis à Shigatse, ensuite au lac Namso, puis à Ganzhou. Donc tous les touristes doivent donner leur programme avant. C'est ça. L'hôtel est neuf, mais quasi vide. À l'intérieur du Tibet, les touristes sont encore rares. Et l'avantage dans ces régions isolées, c'est qu'on est seul. On ne se marche pas sur les pieds, on a tout l'établissement pour nous. Effectivement, il n'y a pas d'autres touristes. Non. Les dizaines de caméras de surveillance ne filment que des couloirs vides. C'est splendide. Nous sommes venus à Shigatse pour visiter le monastère de Tashilhunpo. C'était l'un des plus grands et des plus prestigieux du Tibet. Wow. Le décor est impressionnant, mais pourtant ici, rien n'est authentique. En réalité, ces constructions ont à peine plus de 20 ans. Ici, le monastère a été détruit entièrement en 1961. Les Tibétains qui vivaient ici à Shigatse ont été forcés de démolir pierre par pierre jusqu'aux fondations. On a tout reconstruit d'après les photos, mais on a reconstruit le monastère maintenant en béton et en soignant un peu l'aspect extérieur, en mettant des pierres par-dessus, etc. Mais tout a été entièrement reconstruit. Dans les années 60, durant la révolution culturelle chinoise, près de 2000 monastères avaient été rasés sur ordre de Mao. Depuis une vingtaine d'années, les Chinois en ont ordonné la reconstruction. Mais ces temples ont pour la plupart perdu l'essentiel de leur fonction culturelle et spirituelle. Nous reprenons la route
à travers les hauts plateaux tibétains. Brusquement, au milieu de nulle part, nous tombons sur un gigantesque péage d'autoroute, flambant neuf. Dans toute cette région, il y a des infrastructures qui semblent démesurées par rapport à la population, par rapport au développement. C'est assez surprenant. On dirait qu'on en fait toujours plus pour l'avenir. Il y a un grand nombre d'équipements comme ça en race campagne. C'est incroyable. Autour de nous, aucune voiture. Mais ici, tout est déjà prêt à accueillir des milliers de touristes. But de notre voyage, l'un des lieux les plus sacrés de la culture tibétaine. Après un énième barrage de police, le lac Namtso. En français, le lac Céleste. L'un des lieux les plus saints du bouddhisme tibétain. Le parking est rempli de cars. Ce sont tous des tours opérateurs chinois. C'est le point d'orgue des voyages organisés. Ils sont horribles, ces Chinois. Chaque jour, des centaines de touristes chinois débarquent ici. Sur le chemin, des petites échoppes vendent des colliers traditionnels tibétains, ou plus exactement leurs copies en plastique, made in China. Le lieu sacré a été transformé en Eldorado touristique. Objectif fixé par le gouvernement de Pékin, 15 millions de touristes chinois dans 2 ans. Il faut dire que c'est un pays qui a 1,3 milliard d'habitants. Et les gens maintenant ont un certain pouvoir d'achat, la classe moyenne s'est développée et les touristes chinois voyagent en priorité dans leur pays. Donc on développe de manière prioritaire le tourisme intérieur parce que c'est beaucoup plus facile à gérer pour les autorités chinoises. Problème. Comment les 3 millions de Tibétains et leurs traditions pourront-ils survivre à cet afflux de touristes? À l'image de ces Chinois qui se font prendre en photo, les pieds dans l'eau du lac sacré, et qui désespèrent notre guide. Nous avons beaucoup de pèlerins qui viennent de loin pour prier. Nous, on ne peut pas toucher l'eau sacrée. On peut juste en boire et s'en mettre sur la tête. Et personne ne leur dit que c'est interdit? Non. Les Chinois font ce qu'ils veulent. Ils ne savent même pas que cette eau est sacrée. C'est dégoûtant. Aujourd'hui, au Tibet, le Dalai Lama dénonce un génocide culturel. Impuissants, les Tibétains sont réduits au silence. Pour fuir la répression des autorités chinoises, ils n'ont qu'une seule solution. S'enfuir, en traversant, au péril de leur vie, les sommets enneigés de l'Himalaya. Une évasion à haut risque. Une semaine de marche épuisante, à plus de 6000 mètres d'altitude, par des températures comprises entre -20 et -30 degrés. Les fugitifs passent la frontière entre le Tibet et le Népal, au col de Nampala. C'était d'ailleurs à cet endroit qu'avait été tournée la vidéo où l'on voit des militaires chinois tirer sur des fuyards. Ils les tirent comme des chiens. La plupart de ces Tibétains qui tentent de s'enfuir sont souvent vêtus de simples anoraks, de jeans et de baskets. Beaucoup meurent de froid et d'épuisement. Depuis 2008, les Chinois ont encore renforcé les contrôles aux frontières. Les Tibétains étaient 3000 à traverser chaque année. Ils ne sont plus que 300.
Nous avons retrouvé certains de ces réfugiés, à quelques kilomètres du col de Nampala. Dans ce monastère, perdu dans la montagne népalaise, à plus de 5000 mètres d'altitude. Ce sont des femmes qui habitent ici, des nonnes tibétaines qui se sont toutes enfuies de leur pays. Elles vivent dans des conditions spartiates, à 8 heures de marche du premier village. Pour la première fois, nous voyons accrochée sur le mur une photo du Dalai Lama. Elles sont 13, âgées de 30 à 75 ans. Très émues devant la caméra, elles osent à peine nous parler. Alors vous, vous êtes échappé en 2008. Oui. Oui, c'est ça. On est passé par le col de Nampala. Et vous saviez qu'une nonne avait été tuée au col de Nampala? Oui, oui. Oui. Et c'est finalement un autre réfugié qui vit avec les nonnes qui va prendre la parole. Au nom de tous. On a reçu des informations hier disant que les Chinois ont tué des Tibétains dans la ville de Teozong. Certains ont été tués par balle et d'autres ont été torturés en prison. Ils ont été tués juste parce qu'ils réclamaient plus de droits. Nous, en fait, tout ce qu'on demande, c'est qu'on respecte les droits de l'homme et qu'on nous autorise à rentrer chez nous, au Tibet. Nous avons des parents, nos familles, qu'on a laissés derrière nous. Si nous rentrons, les Chinois nous mettront en prison, ils nous tortureront et ils nous tueront. Alors ça serait vraiment bien si vous, le monde extérieur, pouviez nous soutenir. Aujourd'hui, le seul espoir de ces réfugiés, c'est que les pays occidentaux fassent pression sur la Chine. Et c'est le rôle de leur gouvernement en exil. Il est basé en Inde, à Dharamsala. Cette bourgade, perchée dans les montagnes, est devenue au fil des années la capitale des réfugiés tibétains. On l'a surnommée la Petite Lhasa. C'est ici que depuis 1960 vit le Dalai Lama, dans cette maison située tout en haut de la ville. Il est le symbole du Tibet libre. Dans les rues de la ville, son portrait est omniprésent. Il s'affiche partout, dans les vitrines des magasins, sur les murs et même sur les tatouages des réfugiés. Il est notre seul espoir pour récupérer notre liberté. Mais pas seulement. Pour nous, c'est un Dieu, mais c'est aussi une source d'inspiration pour le reste du monde. Aujourd'hui, près de 10 000 Tibétains vivent à Dharamsala, dont 5 000 moines. Et c'est ici que la résistance s'organise. Dans cette maison, située dans les hauteurs de la ville, des réfugiés rassemblent toutes les informations qui fuitent du pays grâce à Internet. Leur but, les diffuser le plus largement possible pour tenter d'alerter l'opinion internationale. Tsering Tsomo dirige ce service. Elle vient de recevoir des photos rares que des opposants ont réussi à faire sortir du pays. Elle date du mois de juillet. Une foule de Tibétains célèbre pacifiquement l'anniversaire du Dalai Lama sur une colline sacrée. Les fidèles brandissent l'image de leur chef spirituel. Une provocation pour les policiers chinois que l'on aperçoit en ligne, au loin. Ils décident d'intervenir et chargent la foule. Bilan, 9 blessés graves. Parmi les victimes, beaucoup de moines et de nonnes. Et ce qui choque Tsering Tsomo, c'est que le chef de la police locale est un Tibétain. Elle a décidé de mettre en ligne sa photo et son nom.
Nous pensons qu'il est très important d'identifier les individus qui sont responsables et qui exécutent les ordres du gouvernement chinois. Autrement, on dit « le gouvernement chinois a fait ci » ou « a fait ça ». C'est vague. C'est qui le gouvernement chinois? Nous devons identifier les responsables. Il faut faire honte à ceux qui mènent cette répression, ordonnée par ceux qui sont à la tête du gouvernement chinois. Et malgré leurs moyens sommaires, ces exilés réussissent parfois à mettre la main sur des documents exceptionnels. Comme cette vidéo tournée au Tibet par les militaires chinois eux-mêmes. On y voit les forces spéciales chinoises investir un village au petit matin. Véhicules blindés, hommes armés de fusils d'assaut et chiens policiers. Une impressionnante démonstration de force. But de cette action, arrêter des villageois soupçonnés d'avoir participé aux manifestations de 2008 contre l'occupation chinoise. Des interpellations musclées, des images qui n'auraient jamais dû être rendues publiques. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? S'il vous plaît, arrêtez. Quel est ton nom? Nokdup. Lève la tête. Une vidéo où l'armée chinoise apparaît comme une armée d'occupation. Ce document d'une vingtaine de minutes a été envoyé directement aux réfugiés de Dharamsala. Sans doute par quelqu'un qui travaillerait au sein même de l'appareil sécuritaire chinois et qui aurait voulu dénoncer la répression dont sont victimes les Tibétains. Plus surprenant encore, ces activistes tibétains ont réussi à se procurer un rapport confidentiel rédigé par des responsables de la police chinoise. Ça, c'est un document secret. Un rapport officiel qu'un Tibétain a réussi à faire sortir clandestinement du pays. Il s'intitule « Santé psychiatrique de la police au Tibet ». En ce moment, la police doit affronter un vrai problème psychiatrique avec ses forces au Tibet. Les soldats sont traumatisés parce qu'ils sont obligés de tirer sur des manifestants désarmés. Et ça génère des troubles mentaux et psychologiques. Alors aujourd'hui, les Chinois envoient des psychologues et des experts psychiatriques pour former les policiers au Tibet et leur apprendre comment tirer sur des gens sans paniquer. Ces opposants espèrent que ces documents permettront d'alerter le monde extérieur sur ce qui se passe au Tibet. La jeune génération prend la relève. Le temps est compté. Âgé de 78 ans, fatigué, le Dalai Lama se retire peu à peu de la scène internationale. En 2011, il a officiellement abandonné son rôle politique. Il a passé la main à un jeune avocat de 44 ans, Lobsang Sangye, un fils de réfugié tibétain, né en Inde et formé à l'université d'Harvard aux États-Unis. C'est devenu le premier ministre du gouvernement tibétain en exil. Et aujourd'hui, il s'inquiète de l'isolement dans lequel les Chinois veulent maintenir le Tibet. Beaucoup de rapports qui nous arrivent du Tibet indiquent que la répression s'aggrave. Une répression dure, avec de plus en plus de peines lourdes, d'emprisonnement et de disparition. Clairement, c'est cette politique intransigeante menée par le gouvernement chinois qui pousse les Tibétains à des actions extrêmes. Des protestations de toutes sortes. Aujourd'hui, la plupart des Tibétains en exil ont renoncé à réclamer l'indépendance de leur pays. Ils demandent juste plus d'autonomie politique et le droit de préserver leurs traditions. À l'heure où la Chine veut transformer le Tibet en un gigantesque parc d'attractions pour touristes, c'est dans leurs temples, construits à l'étranger, que les Tibétains tentent de préserver leur culture.
en espérant un hypothétique retour sur le toit du monde.